World, bonjour. Il va falloir que tu t'habitues pendant quelques jours avec cet accoutrement écharpé à même la maison. Nous sommes le mercredi 9 février 2022, il est exactement 15h39. Et ce matin, attention, on sort le hashtag exagération, j'ai vu ma vie défiler. Pleine de bonhomie, je me suis dit, bon pied mauvais oeil comme j'ai dit sur Instagram, je me suis dit, je me ferais bien un petit coup de tapis de course, hein. C'est bien beau de l'avoir sorti du garage et de l'avoir nettoyé il y a quelques jours. J'ai remis le pied à l'étrier du côté de la bouffe, maintenant je vais pouvoir réintégrer tranquillement le tapis de course à la maison. Je branche le tapis. Je commence par une marche doucement, puis au fur et à mesure, j'accélère la cadence. D'un coup d'un seul. Sans même savoir de qui, de quoi, comment ou qu'est-ce, je me suis étalé la gueule, mais tel un... Tu sais, t'as les flambis, les vrais flambis de la marque Flamby, tu les mets, il y a une languette sur tous les pots pour démouler, c'est plus rigolo, et il reste droit. Puis tu sais, t'as le flambi de chez l'Aldi, les 8 flambis 62 centimes, mais quand tu les démoules, bah c'est ma chute, c'était ça en fait. Écoute, j'ai dévalé le continuum espace-temps sur le côté droit, ce qui fait que là, en partant de là jusque là, j'ai un bleu, communément appelé hématome, un bleu de la taille de l'Alaska, hashtag exagération. J'ai une bosse tétale dans cette zone-là, ici, et le cou, il est bloqué. Alors dans un premier temps, je suis restée à même le carrelage en me remémorant ma vie complète, en me disant pourquoi je suis pas venue là pour souffrir pourtant, et puis je marchais, hein. C'est-à-dire que je courais pas. Donc je me suis dit qu'est-ce qui s'est tramé. J'ai regardé s'il n'y avait pas un lacet, j'étais éclatée, et j'ai eu de la chance, hein, parce que vu comment j'étais positionnée, j'aurais très bien pu me claquer la gueule sur le radiateur. Je peux te dire que le radiateur, il n'aurait pas bougé, hein. J'étais affalée de toute ma superficie, à même mon carrelage froid. Et le tapis, lui, à côté, il a continué sa life. Il continuait. Alors que j'étais... même pas il est intervenu, rien. Il s'est pas dit, ça va, tu vas bien? Ah non, lui, il a continué sa vie. Luna, qui pensait que je jouais, et donc est à côté de moi en train de me faire des trucs comme ça, qui pensait que je jouais, alors que j'étais juste en train de... J'ai pleuré, j'avoue, j'avais mal. J'ai pleuré. J'étais sonnée. Et donc, la première réaction que j'ai eue, c'est que j'ai pleuré, parce que... Waouh, au niveau de l'épaule. Et là, en fait, la douleur du cou, elle est jointe au niveau de l'épaule. Ça m'a claqué. Bon, c'est pas 12 kilos que j'ai pris qui tombent, bam, comme une grosse enclume. C'est toute ma charge. C'est comme si toi, tu te prends un tonneau vide, hein, peut-être quand même, on va pas exagérer, sur la gueule. Bon, bah, sauf que le tonneau, c'est moi. Le tonneau, c'était moi. Puis ce matin, j'étais pleine de bonnes intentions. Je me suis levée tôt. J'aime bien quand je me lève très tôt, ce qui est pas rare, hein. Je me lève souvent très tôt. Je me suis levée tôt, j'ai fait ce que j'avais à faire, petit ménage. Je me suis dit, je vais me faire mon coup de tapis, histoire de me remettre un petit peu au truc. Ah bah, ça m'a niqué... ça m'a niqué la dynamique dans la mesure où derrière je voulais prendre ma douche et ensuite faire une vidéo que j'aurais dû te mettre ce soir. Là ça va être compliqué, hein. Les minables là, ils sont là. Je recherche la bagarre. Je m'autocoupe. On est sur une bagarre à B1 les gars. Attention, bagarre à B1 en cours. Celle-là c'est la meilleure bagarre des bagarres à B1. La bagarre, s'il vous plaît. Chuck Norris n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Bon, il y a une faille entre la bagarre à B1 et le coupure vlog, parce que j'ai tenu ma famille au courant de ma mésaventure, je me suis fait tuer. Ouais, faut que t'arrêtes tes conneries de sport à la maison toute seule, t'es qu'à mal tomber, t'arrives quelque chose, t'es toute seule, t'es qu'à me foutre ton putain de tapis au tas, C'est pas faux dans l'absolu, hein. Parce que à 20 cm près, je me tambourinais la gueule dans le
dans le radiateur, c'est pas faux. Bon, si j'applique ça à tout et à mon quotidien, je fais plus rien parce que quand tu vis toute seule, la problématique étant que je peux glisser dans ma baignoire quand je me lave, il peut arriver n'importe quoi quand tu es toute seule, c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est-à-dire que si tu ne fais pas parce que tu es toute seule et que si t'arrive quelque chose, t'as personne, dans la mesure où tu vas pas te louer quelqu'un, tu vas pas te louer quelqu'un pour te tenir compagnie ou pour surveiller tes faits et gestes. Je veux dire, tapis de course ou autre, tu fais plus rien si tu pars de ce point de vue-là, non? Je crois que les sujets de conversation peuvent être très intéressants dans ce vlog. Sinon, avant la trêve de galéjaude et qu'on se reprenne un peu plus tard parce que je vais aller décider de qu'est-ce que je vais manger, je sais pas encore, j'avoue que j'ai pas trop d'idées étant donné que je n'ai guère faim. La reprise, on va dire, des repas corrects, des quantités correctes, ça se passe moyennasse. J'ai faim très tôt, j'ai faim très tôt le matin, mais je respecte les quantités que j'avais de base, donc c'est que vraiment j'insiste, je persiste et je signe. J'ai un petit peu déconné, voilà, j'ai un petit peu beaucoup déconné. Sachant que quand même, je n'ai pas de visuel étant donné que j'ai décrété de me peser une fois le mois. Voilà, histoire d'y aller tranquillou, c'est bon, on n'est pas là pour... bref. Et puis on a dit surtout qu'on faisait, hop, je me recule pour mettre la vignettas ici, le fil rouge, All of Us Are Dead. J'ai terminé cette série coréenne. Alors même si le zombie, enfin, le mec contaminé par un virus zombesque, est un peu parfois... je pense qu'il est en dessous de ses capacités. J'avoue que me tarde de voir la saison 2 parce que ça te laisse la croustillance à la fin. T'as compris sans comprendre, mais tu veux savoir plus, donc vite, dépêchez-vous la saison 2. Moi, je trouve que comme ça, les séries coréennes, ça change de ouf. C'est pas du tout la même mécanique que ce que j'ai l'habitude de regarder. Et me tarde d'avoir la saison 2. Je dis pas que c'est la série du siècle, mais en tout cas, ça m'a embarqué. Et donc, je dis pas que je les ai enfilés, contrairement à Squid Game, où vraiment là, ça m'a... Ah, j'étais curieuse de savoir, je découvrais un peu le concept. Mais... je ne serais pas contre une saison 2 assez rapide. Bon, avec Netflix, tout est relatif. Hein. Bonjour la YouTube Worlds. Nous sommes le vendredi 11 février 2022. Il fait très très beau. Et moi, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est pas non plus l'extase. Hein. C'est-à-dire que je me shoot quand même un petit peu au Claradol. À ne pas confondre avec le Tramadol. Hein. Ça n'a rien à voir. Le Claradol, c'est en achat libre. Hein, en achat sans ordonnance en pharmacie. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas encore l'extase du côté du cou, mais j'arrive à nouveau à me mouver sans trop plus aisément en tout cas. Est-ce que je vais remonter sur un tapis de course maintenant? Je ne sais pas, parce que pour être tout à fait honnête, vu cette chute exceptionnelle, ça m'a un petit peu refroidi. Mais écoute, aujourd'hui il fait beau temps. Je viens de recevoir un colis pour la future boutique, donc ça me rend joie. Parce que un colis reçu plus un colis reçu égale ça avance. Et c'est un peu le but de la démarche parce que je commence à comprendre mieux pourquoi quand même on veut créer des petites choses comme ça, on essaie d'avoir un apport conséquent personnel pour pouvoir avancer plus vite. Ça vient de chez Leroy Merlin. Il y avait une promo exclue online pour faire du rangement. J'ouvre, je prends, je te montre parce que ça m'avait l'air plus grand en photo et je veux voir ce que ça peut donner, si ça peut convenir. J'ai acheté ça, j'ouvre et je te dis. Donc ça donne ça une fois ouvert, je suis assez contente. Il s'agit d'un casier 41 rangements, donc c'est en plastique. Hein. Et j'ai ouvert juste un côté pour voir un petit peu, ah ouais, tranquillement. Hein. Franchement, au niveau de la place, pour faire les rangements en perles, les apprêts, les pendentifs, je suis super contente. Et donc j'en ai deux comme ça, ce qui me fait 82 cases. Alors en bas il y en a une plus grande, genre pour mettre une mini perceuse, un petit pistolet à colle. Et là 40 plus petits compartiments, 40 compartiments plus petits pour mettre tout ce qui est possible. Et j'en ai deux comme ça. Il me semble que j'ai payé ça 60... Je vais te dire la somme exacte, mais il me semble que j'ai payé ça 77 €.
Me semble, je suis pas sûre. Je te redis ça à l'instant. Bah tu vois, même pas, hein. J'ai mis 10 balles de plus parce que frais de port offert évidemment. La livraison a été ultra rapide, j'ai fait la commande il y a 2 jours je crois. J'ai été livrée là à l'instant ce matin. Et 67,99 € les 2 casiers. Écoute, là ça me fait pas mal de rangements et je vais pouvoir commencer, vu que j'ai eu quelques réceptions de matériel, de fourniture ou quoi, ok, ça va commencer à me permettre d'épurer, de sortir des cartons, parce que là tout est dans les cartons et j'ai peur aussi qu'en faisant des commandes je commence à avoir du doublon, parce que je sais plus, parce que même si je tiens un cahier où je note tous les achats, où je note toutes les références, c'est quand même pas évident, j'ai qu'un cerveau, hein. Bon bah écoute, je suis dans ma chambre, j'ai installé. Je vais commencer le tri parce que, alors là c'est qu'un échantillon, hein, on s'entend bien. Je vais commencer le tri, je vais, alors pas étiqueter ça, mais j'ai un marqueur indélébile et je vais noter ce que c'est, parce que pour mon organisation monkienne, il faut que je note sur les petits boîtiers de quoi il s'agit, parce que sinon ça va profondément me toquer. Et qu'il y a un peu de boulot, mais je suis contente parce que je vais y voir nettement plus clair. C'est un bordel indescriptible dans cette chambre. Mais je suis contente parce que c'est un bordel qui va déboucher sur du bien rangé. Et ça va me permettre, et ça me donne envie surtout, de faire un salopard de tri dans les vêtements. Je regardais un peu l'agencement de ma chambre, puisque cet endroit où je vais travailler dans un futur à moyen terme ne s'appellera pas un atelier, vu que ça n'en est pas un, vu que c'est ma chambre. En premier lieu, sa fonction, c'est d'être une chambre. Donc j'ai décidé de faire chambre, atelier, châtelier. Pourquoi? Parce que j'aime bien, ça sonne bien. Je monte travailler au châtelier. Donc le châtelier, chambre, atelier, châtelier. Voilà, parce que c'est pas un atelier. Un atelier, c'est, selon moi, dans ma vision des choses, qui n'engage que moi, qui n'implique que moi, et ne me lancez pas des briques si vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que ce n'est que mon avis. Un atelier, c'est quand tu as une pièce qui est un atelier. C'est-à-dire que tu dors pas dedans, tu te prépares pas des pizzas ou des croque-monsieur dedans. Là, c'est ma chambre avant d'être l'endroit où je vais passer pas mal de temps ensuite, je l'espère. Parce que ça passe ou ça casse, où je passe beaucoup de temps. Où je passe beaucoup de temps parce que bah, ça fonctionne, ou très très vite, ce ne sera qu'un loisir à titre personnel juste pour moi et mes proches. Oui, parce que même si ça venait à pas fonctionner, je ferai des choses en interne pour moi, mes proches, et puis ça s'arrêtera là. On va se laisser quand même une chance, hein. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas, comme je dis, on ne se construit pas une clientèle en 2 semaines, hein. Mais il faut pas non plus, faut avoir un juste milieu, un équilibre en fait. Faut pas attendre non plus 3 ans d'être au bout du bout, d'avoir trop tiré sur la ficelle et que ça te pète à la gueule, hein. J'ai les pieds sur terre par rapport à ça. Et j'ai bien conscience que, là je viens de perdre tous les misophones de mes abonnés, mais j'ai bien conscience que il y a beaucoup de concurrence dans ce que je veux faire. Donc à partir du moment que tu as les pieds sur terre et tu sais que ça passe ou ça casse, je suis plutôt très zen par rapport à tout ça. Mais vraiment, pour une fois que j'ai l'idée de faire quelque chose, que j'ai l'idée de créer un petit quelque chose, et que je suis plutôt sereine, je suis obnubilée, hein. Je suis obnubilée, j'ai hâte de commencer, surtout que j'ai les idées, j'ai fait des dessins, des trucs comme ça, mais que là c'est vrai que n'ayant pas recours à un microcrédit, crédit ou quoi que ce soit, bah, ça sera un petit peu plus long. Et c'est, comme je te disais, c'est hyper frustrant, voilà. Mais ça va le faire. Alors c'est vrai que par le biais d'Instagram, j'ai parlé un petit peu de ça, donc vu que je suis en train de ranger, j'ai eu quelques questions par rapport à cette future boutique. Comment t'envisages, qu'est-ce que tu vas proposer? Bah déjà, qu'est-ce que tu vas proposer? Je pense qu'il y a aussi un petit peu le fait de laisser un peu le suspense, pas pour faire du suspense, mais l'effet de surprise. C'est-à-dire que si je dévoile entre guillemets tout avant, voilà, je voudrais que aussi vous découvriez le truc en temps et en heure, et pas là faire des suppositions qui peut-être dans 2 semaines seront différentes. Là pour l'heure, je fais des dessins, j'aimerais
Vraiment, j'aimerais, mais attention, on met ça vraiment dans de grosses parenthèses, mais j'aimerais au plus possible, le plus possible, j'aimerais éviter de ne faire que de l'assemblage. Qu'est-ce que j'appelle ne faire que de l'assemblage? Je rappelle que j'avais pas encore ma chaîne YouTube, je crois, hein. Il y a 8 ans, peut-être, je sais plus. Il y a quelques années, j'étais créatrice de bijoux fantaisie et articles assimilés. Et que c'est vrai que même si je faisais des petites pièces moi-même, enfin voilà, que je faisais beaucoup d'assemblage. Et c'est bien, il en faut, parce qu'il y a une clientèle pour ça, voilà. Mais là, le temps passe et on a d'autres envies. J'ai très envie, quitte à... Oui, parce que ça demande plus de travail, mais j'ai très envie vraiment, pour pas en dire trop, mais pour en dire juste pour répondre à quelques questions, j'ai très envie de coucher dans mes créations, de mettre dans mes créations, moi. C'est-à-dire des choses qui se passent dans ma tête, par exemple. Alors on va trouver de la création qui est parfois qui pourra te sembler très bizarre, mais j'ai très envie que des morceaux de moi soient dans ces créations. En même temps, je pense que c'est propre à tous les créateurs d'objets artisanaux, on va dire, mais parfois même des pans de ce que je peux avoir dans ma tête que j'extériorise pas spécialement. Voilà. Est-ce que tu vas comprendre? Je n'en sais rien, mais c'est un peu ça l'idée, et essayer vraiment le plus possible de fabriquer. Ça veut dire, par exemple, pour ça, je vais te montrer, par exemple pour ça. Là, il m'en restait un peu, c'est des choses qui ont des années. Ça, c'est des cabochons que tu colles sur des porte-cabochons et tu peux faire tes suspensions derrière. C'est très bien, des choses comme ça, c'est hyper joli. Le rendu est beau, que ce soit en pendentif, en boucle d'oreille, puisque je m'en suis fait moi-même. Je m'en suis fait pour moi, je veux dire, des boucles d'oreilles à partir de cabochons comme ça. Là, tu vois, la différence, c'est que j'aimerais essayer, tant que faire se peut, de dessiner mes cabochons. Voilà, de dessiner, de fabriquer. Oui, ça demande plus de temps, oui, ça demande peut-être plus de matière, mais j'ai vraiment envie de ça, quitte à faire moins, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand je créais des bijoux, je créais beaucoup, parce que de l'assemblage, tu colles, tu assembles, ça ne me prenait pas trop de temps, quitte à faire moins, mais à faire plus cohérent avec ce qui se passe là-dedans. 2000 years later. Bon bah écoute, je crois qu'on est très très bien. Je te montre, alors forcément il me reste plein de petites cases, des tiroirs à casier qui sont vides, mais justement, et là c'est vraiment très intéressant, parce que j'étais interrompue, hein, j'ai ma maman qui est venue prendre un café, mais c'est hyper sympathique d'avoir fait comme ça, parce que là j'ai un visuel vraiment sur ce que j'ai pas, et ce qu'il faudrait compléter, et voilà, on est... je dirais pas qu'on est au début, parce que j'ai quand même quelques matières premières qui font que c'est hyper encourageant, mais il manque quand même pas mal de choses. Ah, écoute, je te montre, même s'il n'y a pas grand chose à montrer en tant que tel, mais je te montre parce que là c'est juste, ce sera pas, c'est pas définitif bien évidemment, il reste des choses à recevoir, notamment une lampe loupe, déjà, un mini étau, enfin il reste pas mal de matos, hein. Là on est vraiment, en termes d'installation en tout cas, on est dans un début. Mais je te montre parce que c'est vrai que si je me fie à certains de vos messages, en tout cas aux messages de certaines d'entre vous, vous avez envie de voir un peu l'évolution, même si je trouve qu'il n'y en a pas énormément, mais ça avance petit à petit, donc je te montre rapidement. Donc voilà un petit peu ce qui sera, pour l'instant en tout cas, le coin création, même si je le répète, hein, il n'y a rien de finalisé, hein, on s'entend bien. Donc au niveau des... Ici, bah, j'ai mis les casiers que j'ai reçus aujourd'hui. Oh, bah là, c'est une installation pareille, il n'y a rien, mais les pinces, perles. Dans ceux qui restent encore à terminer, là, j'ai mis quelques accessoires tels que des règles, des cartouches, papeterie, stylo, encre, compas, des post-it. Là, ce sont des moules silicone version petit.
Là, du papier couleur qui me servira à faire les dessins pour les cabochons notamment. Ici, on est sur de la perle. Là, je crois qu'on est sur les clous plats, clous à œil et compagnie. Comme il y en a beaucoup, j'ai pris un grand tiroir. Ici, on est sur les pâtes polymères ainsi que les plaques de texture. J'en attends encore pas mal. Ici, on est sur les grands moules silicone. Là, j'ai des tiroirs qui sont en bas en train de sécher. Et en bas, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, et là-haut, là, on a, je crois, feutre, stylo, crayon. Ici, on a les scotch décoratifs. Et me reste à mettre mes feutres et ma boîte à crayons aussi là-dedans que je vais trouver à caser dans cette grande tour de rangement. Ouh, j'ai eu du mal là. Changement de batterie en cours de route. Je ne sais pas si ça restera comme ça. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire les rangements correctement en mettant mes annotations au marqueur. Voilà. La petite lampe UV, je ne sais pas non plus si c'est celle-là que je vais garder. Mais, bah écoute, doucement mais sûrement. En tout cas, comme on dit sur une expression de Louis XIII, ce qui est fait n'est plus à faire. Hein. C'est toujours ça. Ça me permet aussi de déblayer, de virer un petit peu les cartons où j'entreposais le matériel, de recevoir de quoi ranger. Et puis la prochaine salve, là j'aurais pu faire cumuler tout. Mais là je peux plus parce que j'ai hyper mal au cou en fait. Et ça allait mieux, hein. Mais bon, bah, le fait d'avoir aspiré, tout retourné, nettoyé les bacs et tout ça, ça me tiraille, c'est pas très agréable. J'ai remis un petit peu de chaleur pour se remettre bien. Mais là, la prochaine étape, vraiment la prochaine étape, c'est un énorme, je dis bien un énorme tri dans mes vêtements. Parce qu'il faut que ça dégage, hein. Je regardais tout à l'heure au niveau de ce qui me sert pour ranger mes vêtements. Alors c'est sûr que comparé, et en même temps, comme je dis, comparativement à rien du tout. Chacun sa façon de consommer le vêtement, mais c'est trop. Ce que j'ai là, la moitié, je ne le mets pas. Parce que je mets souvent les mêmes choses, du fait que les vêtements, ça se lave et ça se sèche. Et donc, il y a la moitié que je ne mets pas. Et pourquoi je garde, je n'en ai en fait aucune idée. Mais là, va falloir que je fasse vraiment un énorme tri dans les vêtements. Parce que ça n'a ni queue ni tête. Expression de Louis XVI. Est-ce que je suis d'humeur grincheuse aujourd'hui? Grave. Je suis aigrie. Je suis ronchonneuse. Je suis grognonneuse. J'aime pas du tout. Ça allait. J'étais de très bonne composition. T'en fais un petit peu. T'aspires, tu nettoies, tu fais ce que t'as à faire. Tout ça pour un coup de tapis, quoi. Faites du sport, vous vous sentirez mieux. Bon, puis secondo, quitte à être dans la joie et la galée jaune, je suis grognarde. parce qu'en fait, tu le sais, hein, la semaine dernière, je t'ai fait voir que j'avais remis le pied à l'étrier. Et donc, c'est pas juste pour te faire voir, c'est que j'ai remis le pied à l'étrier côté bouffe. Sans déconner, je crève la dalle tout le temps. Et donc, ça me fout en grognoni. Pourtant, je fais exactement ce que je faisais avant. Mais ça, c'était avant. Parce que là, c'est très compliqué, cette sensation de manque incroyable. Hein. Cela dit, ma mère l'a vu. Donc, ma mère m'a dit, tu commences à te dégonfler à nouveau un petit peu du visage. Chez nous, on se dit, hein, tu le sais, hein, on se dit les choses, tu commences à redégonfler un petit peu. C'est bien parce que vu que je crève la dalle, c'est bien que ça se voit un petit peu, quoi. Merci. Tu sais comment je qualifie mon humeur? Là, je me sens un peu comme une râpe à fromage. Je me sens râpeuse, je me sens morose, je me sens rogneuse. C'est particulier comme ressenti, hein. C'est fou. Je me sens acariâtre et revêche. Ah, tout va y passer, hein. Là, je le sens, hein. Quand j'ai vu que j'avais la douleur au cou qui revenait, je me suis dit, ça va pas bien se passer. Alors, mon petit cadet, je vais essayer de me soustraire à cette grognonie ambiante. Et on va passer pour la dernière fois en vlog, je te reprends à la fin de cette chronique lecture, pour te dire aussi qu'il y aura un petit changement par rapport aux chroniques lecture.
puisque là, j'ai en réalité 5 livres terminés, 5 livres finis, 5 livres lus, mais je ne vais t'en présenter que 4, mais on revient à la fin de cette chronique pour parler plus. Tu l'entends, mon estomac est au bout de sa vie, je te jure. Alors, première lecture que j'ai terminée aux éditions Nouvelle Plume, Le démon des catacombes de Jean Giraud, que j'ai tout bonnement adoré. Étonnamment adoré. Ça commence par le fait qu'on se retrouve catapulté sur un chantier d'entrée de jeu avec un chef de chantier, mon petit cadet, une tête de nez en fréquence, hein, exécrable au possible avec ses employés, des employés qui semblent étonnamment vivre bien le fait d'avoir un chef sur le dos qui soit... on va appeler un chat, hein, qui soit un vrai connard aux abords, aux entournures et dans son entièreté. Donc les ouvriers sont en train de creuser le sol, je crois, si j'ai bien suivi, pour y installer une sorte de pilier. Seulement, au moment de creuser, il y a un effondrement et un trou béant se forme dans le sol. Le problème, c'est que d'après le bruit lors de l'effondrement, il semblerait qu'on soit sur quelque chose d'hyper profond. Et les employés refusent catégoriquement, puisque le chef de chantier arrive, qu'est-ce qui se passe? Chef de chantier, connard quoi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Faut aller voir. Et les employés refusent de par leur conviction. L'un d'entre eux dit tout de suite, faut pas y aller, c'est la mort assurée dans ce trou-là. Donc le chef de chantier, donc Lucas, décide d'aller lui-même voir ce qu'il y a dans le trou. Donc, le chef de chantier descend et va découvrir quelque chose qui fait qu'il va y retourner, mais tout seul durant la nuit, pour que personne découvre quelque chose qui le titille un petit peu et il dit oh faut que j'aille gratter. Seulement le problème c'est que il en reviendra jamais. Oui, tu l'as tout à fait compris, Bastianelli, Quick, Bastianelli, salut, au revoir. Nous vous remercions pour votre visite dans les souterrains parisiens. Et la suite est une succession de choses qui se ressemblent, qui se répètent, puisqu'on va trouver après dans les catacombes des cadavres ou isolés ou carrément par groupe, mutilés, le terme serait très approprié, mutilés, et l'enquête elle piétine, donc vient l'enquête parce qu'on retrouve... premier cadavre, puis un deuxième, puis un groupe complet. L'enquête piétine un petit peu parce que rien ne se tient au niveau des autopsies, au niveau de la médecine légale. On n'arrive pas à comprendre quel type d'arme pourrait trancher de cette façon, parce qu'il faudrait que ce soit des armes énormes, des objets contondants absolument gigantesques. On n'arrive pas à comprendre, ça ne se tient pas. Rien n'est plausible, donc l'enquête piétine. On ne sait pas. Alors, on y va, on cumule les morts, les cadavres et compagnie, mais on ne sait pas de qui, de quoi ça se traîne. Ça prend des proportions quand même assez bizarres, parce que comme on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qui se passe, on commence quand même à se dire il y a une dimension qu'on ne saisit pas et qui nous dépasse, au point même de maquiller certaines scènes pour que la presse ne s'empare pas de l'histoire, et que tellement ça monte dans des sphères où oui, on est sur des massacres d'une barbarie innommable, au point que finalement, les enquêteurs eux-mêmes, la police elle-même, fait appel à une personne qui s'appelle Saint-Priest, qui est une personne non-voyante, et je dirais son assistant, qui s'appelle Sylvain, qui eux, sont dotés, ont eu des facultés pour ce genre d'affaires un petit peu étranges, qui sort du simple, entre guillemets, un simple meurtre tranquille en détente, mais qui sort de l'enquête, du type d'enquête habituelle. Alors de façon évidente et sans pouvoir y répondre, je serais très tentée de te dire, mais de quoi on parle? De quelle affaire parle-t-on? J'ai adoré cette lecture parce que d'une part, on n'est pas que sur un simple thriller, bien que ce soit ma cam, hein. Un simple thriller, moi tu m'attrapes tout de suite. Mais là j'ai adoré parce qu'on a amené en douceur, et pour les non-initiés notamment, on a fait un petit jet de mythologie grecque dans ce thriller, et je trouve que ça apporte vraiment une plus-value au roman. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, je trouve que c'est
Voilà, je trouve que la trame elle est hyper charpentée, je trouve que c'est assez fluide, il n'y a pas besoin d'une énorme concentration pour lire ce livre et c'est surtout l'enquête, j'ai trouvé ça captivant. Voilà, je me suis fait attraper, le truc un peu glauque, des catacombes, des souterrains parisiens, de voir un peu ce qui se fait, qu'on ne devine pas et je trouve ça hyper intéressant d'être un petit peu dans les profondeurs comme ça de Paris. J'ai un peu, même dans, on parlait d'un Paris assez sombre, qui n'a rien à voir avec ce registre-là, mais dans la saga Vampiria, j'aime bien un peu ce Paris un peu glauque. Je ne me suis ennuyée à aucun moment. Je trouve que la cadence, elle est super chouette. Bref, en conclusion, Le démon des catacombes de Jean Giraud aux éditions Nouvelle Plume, c'est une très chouette découverte que je te recommande. Pour le livre suivant, mes petits cadets, on est sur un Harlequinou. Édition Harlequin. Mais je te le dis, Harlequin, c'est plus ce que c'était. Un petit peu, mais c'est plus que c'était. Nous sommes sur ce livre-là, qui est donc aux éditions Harlequin, Intention de tuer de l'autrice Christiane Egan. Une fois de plus, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ah oui, là, on a du pas mal là pour cette chronique lecture. L'entrée en matière a lieu avec Ian McGregor, que nous rencontrons en prison. Il purge sa peine qui touche à sa fin. Seulement, peine de prison ou pas, ce fameux Ian McGregor va avoir deux soucis quand il va être libérable. Le premier, c'est qu'il avait une petite amie, je dirais plutôt avec mon ressenti très personnel de cette lecture, une femme dont il profite allègrement. Cette femme qui s'appelle Rose Panini, est-ce qu'elle va le reprendre? Il a quand même un doute bien il se dit je vais user un peu de mes talents de charmeur pour pouvoir réincruster le logement. Mais le deuxième souci qui est un petit peu plus considérable s'appelle Arturo Garcia. Puisque Arturo Garcia, c'est un trafiquant de drogue pour lequel Ian McGregor travaillait. En fait, en balançant Arturo Garcia, Ian McGregor s'est économisé 10 ans de prison tout en prenant soin de subtiliser à ce trafiquant de drogue 30 000 $ dans le plus grand des calmes. Le McGregor imagine peut-être que le Arturo Garcia l'a oublié. Non, pas du tout. Lui, sur une expression de 2003, le Arturo Garcia, il a le seum. Et donc, comme je te disais, nous, on rencontre le McGregor en prison et c'est lors d'une soirée télé en prison où le Yann se dit « Ah, il y a un truc à faire là, il y a une carte à jouer » où il va voir une interview télé de sa demi-sœur qui s'appelle Abby D'Angelo et qu'il n'a pas vue depuis 28 ans, je crois. Ouais, il me semble depuis 28 ans. Elle est interviewée parce qu'elle a réussi elle a un restaurant à la française, elle a réussi et donc elle est interviewée dans le cadre de sa réussite et par rapport à son restaurant qui s'appelle Campagne. L'action se situe aux États-Unis, je précise. Et donc lui se dit, elle a réussi, elle a un resto qui tabasse. Il y a de l'oseille à tirer de tout ça. Ah, on va aller droit au but. Le profil du mec est désastreux, donc il sort de prison. Déjà, il arrive à user de ses charmes pour embarquer Rose Panini, son ex ou pas, petite amie. Ensuite, on va passer à du chantage où il va aller trouver sa demi-sœur Abby D'Angelo pour lui faire un chantage abject dans le sens où si elle ne lui donne pas 100 000 $, il la menace de dénoncer sa maman qui, hypothétiquement, aurait mis le feu à la maison il y a des années auparavant, sachant que la maman d'Abby D'Angelo, qui n'est donc pas la maman de Ian McGregor, t'arrives à suivre? On est pas mal, puisqu'ils ont le papa en commun. Dans cet incendie, leur papa serait mort. Et lui dit savoir que c'est criminel et que ce serait la maman de sa demi-sœur qui aurait commandité pour mettre le feu à la maison. Et donc le chantage commence, sauf que bien Malaki ne profite jamais parce que dans le secteur, il y a Arturo Garcia qui ressort de prison et qui lui n'a pas oublié ses 30 000 $ et qui n'a pas oublié qu'il faut retrouver le Ian McGregor. Bien Malaki ne profite jamais puisqu'une fois de plus,
Quick, Ian McGregor. Terminé, on ferme. Merci. À ce moment-là du livre, j'ai aucune peine pour le Ian McGregor parce que le mec, c'est un salopard fini. Hein, vraiment, tu te dis, bah bien fait pour ta gueule, quoi. En fait, parce que chantage, menace. En fait, le profil du mec est assez simple. Hein, c'est le genre de type qui vendrait sa famille entière pour quelques dollars. J'ai aussi beaucoup apprécié ce livre parce que j'ai trouvé très intéressant l'esprit de vengeance dans ce livre. Très intéressant dans la mesure où je trouve que c'est très bien expliqué la mécanique quand on veut se venger à tout prix. J'ai apprécié ce livre d'une part pour ça, parce qu'on prend conscience, on se dit mais merde, jusqu'où on peut aller quand on a à cœur de se venger absolument, d'une part, et de deux, ce que j'ai trouvé aussi très chouette dans ce roman, c'est que je n'ai découvert, enfin j'ai compris que très tardivement qui était à l'origine de toutes les saloperies énumérées dans ce bouquin. Donc il y avait tout qui était très bien ficelé pour me plaire. Si ce n'est bien évidemment, hein, on est sur un harlequinou, si ce n'est bon... petite histoire d'amour dont, à titre personnel, je n'ai que foutre dans un roman comme ça, mais ça prend pas beaucoup de place. Rapport à ce que j'ai pu lire fut un temps lointain avec les éditions Harlequin, où oh là, la tristesse. Là, ça ne prend que très peu de place. Et en plus, je trouve que l'histoire d'amour, elle est quand même cohérente par rapport à des trucs hyper poussifs qu'on peut trouver dans d'autres romans. Donc c'est une chouette découverte aussi, que je vous conseille tout autant. J'ai enquillé, tu l'as vu que je me suis fait un délire Michel Sapané, j'ai enquillé sur les nouvelles chroniques d'un médecin légiste, donc de Michel Sapané, aux éditions Pocket, très fidèle au premier jet que j'avais lu, donc les chroniques d'un médecin légiste, si ce n'est que... Si je dois mettre un... En fait, c'est un médecin légiste qui explique un peu son quotidien. Dans ce livre suivant, on est un peu plus, on a un peu plus l'impression, autant dans le premier, on était vraiment dans le cœur de son boulot, de la médecine légale, avec des détails qui étaient parfois un petit peu compliqués. Là, on est un peu plus dans le polar, tu sais, un petit peu plus, c'est tourné... c'est écrit un petit peu différemment, je trouve. Après, on reste quand même, le cœur reste la médecine légale, mais pas que. Voilà. Alors, je t'ai bouffé ce truc-là en une journée, hein, forcément. Mais j'ai quand même préféré avoir, hein, j'ai les suites encore qui m'attendent, j'ai quand même préféré le premier que j'ai lu, donc les chroniques d'un médecin légiste, parce que je trouvais que ça faisait un peu plus en immersion. Là, on est plus dans le travail d'écriture, je dirais, plus dans... J'ai l'impression, en tout cas en tant que lectrice, que ça s'est voulu un petit peu plus scénarisé. Mais ça reste quand même intéressant parce que la découverte des cadavres, quelques détails... Alors oui, si tu as un petit problème avec tout ce champ lexical-là, la mort, cadavre... scalpel, découpe et compagnie, je suis pas sûre. Bien que celui-là, mais après, ça n'engage que moi et n'implique que moi, et c'est ma vision du truc, il soit un petit peu moins, on va dire, piquant dans les termes que le premier que j'ai pu lire de Michel Sapané. Après, j'ai kiffé. Hein. Voilà, bah là, oui, là... oui, ça peut te sembler glauque, mais ça m'attrape, je sais pas, je sais pas ce... C'est peut-être une fascination de quelque chose qui te fait affreusement peur. Voilà, peut-être te dire, bah, je m'informe un minimum parce que, pas parce que ça me concerne un petit peu quelque part, hein, ça nous concerne tous un petit peu. En tout cas, la mort et l'approche un peu phobique qu'on peut en avoir. Pour le livre suivant, mon petit cadet, je te parlais de fascination et en même temps de... où j'étais un petit peu bancale, mais je crois que j'ai mis 3 heures à lire ce livre à peine. On parle de ce livre-là qui est aux éditions de L'Opportun, donc aux portes de l'inconnu, de Olivier Anfou et Annette Geffroy, quand la vie résiste à la mort. Alors il s'agit d'un témoignage, clairement, d'un témoignage de quelqu'un, donc de Olivier Anfou, je ne sais pas si on dit Ampou ou Anfou, pardon, qui pratique le métier de thanatopracteur. En gros, lui, il explique que son métier, c'est de rendre présentables les personnes, en décrivant parfois qu'il y a des morts qui sont un peu plus brutales que d'autres et que c'est parfois
c'est parfois pas si simple il y a des personnes qui demandent des présentations du corps et donc parfois ça demande un travail quand même assez épais pour rendre la personne présentable et aussi bon, les soins de conservation par le biais d'une injection artérielle de mélange de produits qui permettent une conservation un peu plus longue ou en tout cas de limiter la dégradation trop rapide une fois les fonctions vitales arrêtées. Je trouve qu'Olivier Anfou explique très clairement le métier de thanatopracteur en disant que malheureusement c'est un métier qui n'est pas beaucoup sollicité. Faut pouvoir, hein. Heureusement il y en a, mais il faut vraiment pouvoir. Et puis il explique aussi très clairement ce qui l'a mené, le cheminement pour en arriver à pratiquer la thanatopraxie, puisque dans un premier temps il travaillait au sein de pompes funèbres où il était un petit peu multitâche. Il a eu son diplôme le premier diplôme de thanatopracteur en 1990 et il a commencé à travailler dans des pompes funèbres, je te disais multitâche en tant qu'agent d'accueil, agent d'accueil des familles du défunt, la pièce au cercueil, enfin il explique un peu ça, il explique aussi l'atmosphère vraiment très bizarre de quand on travaille au sein de pompes funèbres. Il explique même que c'est presque pas très gratifiant parce qu'il faut savoir s'adapter et que lui il n'a pas très bien vécu ce passage là, c'était pas vraiment dans ses, on va dire, dans ses ambitions, d'où le fait d'être passé à la thanatopraxie parce qu'il voulait vraiment avoir un métier où il était là uniquement pour le défunt, expliquant quand même que c'est hyper compliqué de faire face aux familles et d'adopter la bonne attitude parce que justement ça reste être agent au sein de pompes funèbres, c'est vraiment des réactions et des émotions des familles qui sont reçues qui sont totalement imprévisibles. Et il faut pouvoir aussi gérer ça. Et puis, il y a l'aspect un peu plus, l'approche un peu plus spirituelle dans ce livre. Et c'est là où j'admets, même si j'ai bouffé littéralement ce livre parce que je l'ai trouvé... je l'ai tellement trouvé respectueux dans son témoignage qu'en fait j'ai eu envie de tout lire. Mais il y a une approche un petit peu plus spirituelle puisque lui il appelle ça des manifestations. Et en fait on va avoir un livre scindé en plein de tout petits chapitres où il va expliquer au lecteur ces fameuses manifestations. Et ce truc assez dingue où je suis vraiment restée hyper pantoise, je sais pas trop si j'y crois ou pas. Vraiment, et je te dis, c'est toujours quelqu'un de rationnel qui te parle. Quand il fait face au refus du défunt, c'est-à-dire au refus de la personne morte qui ne veut pas à ce moment-là qu'on lui fasse des soins. Voilà, ça m'a laissé super dubitative. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre un peu mon désarroi dans la mesure où j'ai une sorte de fascination pour ce que j'ai lu et d'un autre côté j'ai ce besoin de tout m'expliquer alors que bon, lâche l'affaire, tu es en train de lire un témoignage, t'y crois pas, ne tente pas d'expliquer quoi que ce soit, mais pour t'expliquer, pour te donner un exemple d'un refus d'un défunt que j'ai pu lire, c'est que lui, le thanatopracteur arrive dans la pièce qui est à une température correcte, hein, je crois même qu'on parle de 20 degrés, il s'installe avec ses 2 valises et il vient pour procéder aux soins. Sauf que là, l'ambiance d'un coup se gèle, c'est-à-dire que... pour ceux qui ont lu ce livre, je ne suis pas folle, vous savez, hein, c'est écrit, hein, où la pièce, la température devient glaciale jusqu'à ce qu'il y ait du givre, voire même limite, il le dit aussi, un petit peu de neige, où il lui est impossible de travailler tellement il fait froid. Et d'un coup d'un seul, boum, tout revient à la normale. Et c'est ce que lui appelle le refus du défunt. Au moment où il se met en place, il a fallu un laps de temps pour que le défunt accepte qu'on lui fasse les soins. Autre sorte de manifestation qui me laisse très clairement, mais sceptique, et c'est peu de le dire, où Olivier Anfou dit avoir été témoin d'une réincarnation en direct. Ce qui veut dire, pour reprendre ses propos à lui, hein, je précise quand même parce que c'est... très ambigu quand même, hein. Il a été témoin, il a vu l'âme de la défunte se lever du corps, aller se mettre dans un oiseau qui appartenait à la défunte, et l'oiseau s'est exprimé verbalement avec
semble-t-il, la voix de la défunte, puisque c'était une voix féminine, en disant au thanatopracteur, je vais bien maintenant, je suis bien maintenant. L'oiseau qui a dit ça. Et donc, pour lui, c'est une manifestation dans la mesure où il a été témoin d'une réincarnation en direct. C'est compliqué pour quelqu'un qui est très rationnel. C'est compliqué, mais pour autant, j'ai dégusté ce livre. Je ne saurais même pas te dire si j'ai apprécié ou non ce livre. Il m'a embarqué dans une certaine curiosité, voire une fascination. Et je crois cependant que j'ai beaucoup apprécié la façon de travailler de ce thanatopracteur, parce que j'ai trouvé qu'il avait un respect immense pour les défunts. Et c'est aussi un petit peu la crainte qu'on peut avoir quand on perd quelqu'un. Est-ce qu'il va être bien traité? Parce que est-ce qu'on tombe pas sur des équipes qui se disent de toute façon il est mort, il ressent plus rien. Tu vois, c'est assez con, mais c'est aussi assez vrai. Et il a aussi une approche, de l'accompagnement dans la mort qui est très propre à lui, aussi très spirituelle, dans la mesure où, par exemple, il explique que quand on perd quelqu'un, on ne devrait pas, alors bon là on est plus dans l'injonction, mais tout de même, il ne serait pas souhaitable en tout cas de passer par des cris ou par des larmes, parce que le défunt, ça peut le bloquer. Ça peut le bloquer d'entre guillemets partir sereinement. Ce sont ses propos, je répète, hein, ne prends pas ça, je ne suis pas en train de t'inventer quelque chose. Il dit aussi par exemple qu'on a un réflexe quand quelqu'un décède les yeux ouverts, on a un réflexe de lui fermer les yeux. Et selon lui, ce ne serait pas une très bonne idée, parce que selon et toujours selon lui, l'âme continuerait, elle, à vivre quelques instants après la mort, et que ça permettrait au défunt de ne pas être pris de panique. En tout cas, ça permettrait à l'âme du défunt de ne pas savoir de quoi au caisse en lui maintenant les yeux ouverts. Il a une approche très très particulière et se dit du départ avoir été très phobique de la mort. C'est une personne qui avait très peur de la mort et que maintenant il est totalement en paix avec ça. Je suis pas thanatopractrice, mais j'avoue que j'ai mangé ce livre, mais que je sais pas si pour autant ça inspirerait une vocation pour moi. Ça me laisse dubitative, tout autant que ça me laisse fascinée, et tout autant que ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que qui sait quoi finalement? Qui peut dire je sais, qui peut dire je ne sais pas, parce qu'on parle quand même d'un endroit où personne ne revient réellement. Alors bien entendu, il y a les expériences de mort imminente, où bon bah ça c'est pareil, on prend, on laisse, je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, mais mine de rien, on sait pas vraiment. On sait pas vraiment. Alors bien entendu que ma façon de voir très rationnelle fait que on sait encore moins, mais ça laisse quand même ce petit bouquin laisse quand même quelques cogitations en cours. Alors on est bien d'accord, hein, que ce soit ce livre-là, Aux portes de l'inconnu, ou même les nouvelles chroniques d'un médecin légiste, je ne te conseille ni te déconseille. Là tu fais avec ta vision des choses, avec ton approche. Je sais très bien que ce qui est médecine légale, thanatopraxie, ça peut rebuter, je l'entends. Donc là il n'y a pas de conseil à donner en termes de lecture. Si tu te sens, ce sont des bouquins, celui-là il est très hallucinant à lire, vraiment court, vraiment très très court, mais très bizarre, même pour quelqu'un de très rationnel comme moi. Ça te laisse, tu ressors pas de cette lecture identique à quand tu l'as commencé. Je sais pas si c'est très français, mais il te laisse une impression très bizarre. On va terminer avec un livre que j'ai lu, mais tu ne sauras rien, tu ne sauras rien à ce moment-là, puisqu'il s'agit du livre La nuit où les étoiles se sont éteintes aux éditions Albin Michel. C'est une écriture à 4 mains de Nain Gorman. Je ne sais pas si ça se dit Nin ou Nain Gorman et Marie Aligno. C'est une lecture issue d'une lecture commune que j'ai donc fait avec Elodie de la chaîne Elodie Moitou et Gwen de la chaîne Gwen LRT. Les chaînes seront dans ma barre d'infos et vous aurez donc la seule information que je vais vous donner.
Vous aurez donc la vidéo de nos avis respectifs sur la chaîne d'Elodie qui sera en ligne le jeudi 17 février. Point. Nada. Tu n'en sauras pas plus. Fin pour cette chronique lecture et ce que je voulais te dire au début qui va prendre quelques minutes. Enfin, tu sais qu'avec moi des minutes peuvent s'étirer à l'infini. Je repasse en mode chronique lecture en vidéo. Sauf que je ne vais pas attendre d'avoir 10 livres parce que les vidéos sont sans fin. Je vais faire des chroniques lecture tous les 4 ou 5 livres achevés. Ça veut dire que ce sera des vidéos un petit peu moins longues, mais je tiens, ça me manque. Ça me manque de ne pas avoir vraiment une vidéo chronique lecture dédiée. Ça me manque d'une part, et comme on est repassé à un vlog le dimanche, il n'y a plus de raison. De base, j'avais essayé pour faire de ma chaîne une chaîne de vlog. Oui, j'avais fait l'essai en faisant 2 vlogs. Ça m'a très vite fait chier, très concrètement. Et donc, il n'y a plus de raison. Je reprends mes chroniques lecture. Mais au lieu de faire des chroniques lecture, on va dire au mois, je vais, au bout de 4 ou 5 livres, je vais balancer une chronique lecture. Bon, puis simplement, ne pas s'imposer une chronique lecture tous les mois, parce que ça veut dire qu'il y a des mois où si tu lis pas pour X ou Y raison, tu vas pas faire une chronique lecture pour un bouquin. Donc, je pense, j'ai réfléchi un peu au truc, je pense que j'ai envie de reprendre ma chronique lecture en vidéo uniquement, thème précis, chronique lecture, mais pas spécialement rester bloqué sur une vidéo tous les mois en début de mois. Non, ce sera quand tu auras 4 ou 5 bouquins, ce sera beaucoup mieux envisagé comme ça. Voilà au niveau de la lecture, de la chronique lecture et des bouquins. Je crois que tout est dit. Bonjour la YouTube, enfin, bonsoir la YouTube World sur une petite notification de WhatsApp. J'espère que vous allez bien. Alors bonsoir, oui, parce qu'ici il est quasiment 21 h. Nous sommes le samedi 12 février 2022 et je reviens juste pour te faire un dernier au revoir, enfin un dernier coucou surtout avant de clore ce vlog, puisque Bibi is on place et qu'aujourd'hui il a fait très beau. Bon, les douleurs de cou vont mieux, mais on n'est pas encore... là, je me camoufle au chaud parce que... Voilà, Bibi on place et Luna, elle est décalquée, elle dort dans la cuisine parce que là où Ruby en a encore sous la patte, Luna, terminada pour aujourd'hui. On a... Ah, ça faisait longtemps, tiens. Bonjour Ruby. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une mise en bouche. Donc oui, après l'apparition vocale de Ruby, je viens de juste faire un coucou parce qu'aujourd'hui j'ai profité du beau temps dans le jardin où je les ai motivés. Bon, Ruby ça suffit jamais, hein. T'as beau passer 5 heures dehors, je crois que Ruby elle est inépuisable, tout simplement. Voilà, elle veut en fait tout le temps aller dehors, mais à un moment donné... C'est-à-dire qu'on n'est pas en été. Donc un petit coucou quand même, histoire de se quitter de façon polie, parce qu'on n'est pas des sauvages. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et puis des bisous. Des bisous Ruby? Pas du tout mamie, ça n'a rien à péter, tout bisous. Voilà. Et puis bonne chance. Des bisous.